dans cette petite présentation, je vais vous présenter un système qu'on peut utiliser pour démarrer l'utilisation du machine learning embarqué. Donc, l'intitulé, c'est Embedded Machine Learning in Edge Device. Dans cette présentation, j'ai choisi pour vous un point de départ. Bon, selon notre expérience, d'accord, pour commencer à utiliser le computer vision et le machine learning embarqué, donc on a choisi un ensemble de devices qu'on trouve que c'est pour des étudiants ou pour que des gens qui vont commencer l'utilisation du TinyML, ça sera un bon point de départ. Je parle de la reconnaissance d'objets. Ce device, c'est le nœud SenseCap AI, a été développé par Seed Studio. Ce nœud, il est composé par une caméra IMAX. Une caméra, c'est une carte dédiée pour l'intelligence artificielle, d'accord, où elle est compatible à PyTorch, TinyML. Elle est compatible aussi à Tiny TensorFlow et elle est intégrée aussi dans Edge Impulse. Donc, pour ceux qui veulent commencer à apprendre, je pense que c'est un bon point de départ à côté de SP32. Ici, je parle de l'extrêmement contraint. Qu'est-ce que ça veut dire l'extrêmement contraint? Généralement, lorsqu'on parle de l'Internet des objets, on parle des objets qui sont low power. Le terme low power, ça veut dire que aussi les ressources du microprocesseur ils sont faibles, que l'espace mémoire aussi doit être limité et que l'utilisation des protocoles de communication doivent être contraints. En fait, c'est le nom de l'Internet des objets, ça a été au début les réseaux, la communication ou l'interconnexion des objets qui sont contraints. Le fait qu'on dit que c'est contraint en énergie, ça veut dire qu'ils sont contraints en tout, en fait. D'accord? Et pourquoi ils sont contraints en énergie? Parce que on cible à déployer des nœuds partout, n'importe où, et ils doivent pouvoir communiquer n'importe quand. Donc, on n'est pas censé avoir, par exemple, dans des bâtiments, dans des pans, dans des régions qui ne sont pas accessibles, on ne va pas avoir même l'énergie solaire, l'énergie photovoltaïque. D'accord? Ou à l'intérieur de systèmes pour faire des supervisions tels que le pont de Bizerte. Je vous rappelle toujours le système dans le pont du pont de Bizerte. Aussi, même si on a le courant électrique, il est dans la recommandation de supervision contre les incendies, par exemple, que les systèmes de supervision doivent être alimentés d'une façon indépendante du système principal. Parce que les incendies vont partir généralement dans le système de power supply. Et nous, on veut avoir un système de supervision, des capteurs qui fonctionnent même dans le cas de départ d'incendie. Donc, on ne doit pas compter sur le réseau principal de communication et on ne doit pas compter aussi sur le réseau principal d'alimentation. On doit avoir des objets qui sont indépendants, qui peuvent nous donner et fournir de l'information, même en cas de catastrophe. Alors, ce que j'ai choisi pour vous, c'est ce système qui est composé par deux microcontrôleurs qui sont d'actualité, qui répondent un peu aux besoins de quelqu'un qui veut démarrer dans le machine learning ou tester des solutions de machine learning embarquées, parce que le défi, que tout fonctionne sur ordinateur, mais du moment qu'on va embarquer ça sur nos microcontrôleurs, on risque que ça ne marche pas parce que vraiment ce qu'on a comme ressource est contraint, ou on risque de faire que l'alimentation ne va pas suffire. Ça fonctionne pendant théoriquement jusqu'à 9 ans. Ça fait 2 années que je l'utilise et que ça fonctionne sous pile sans problème. D'accord? Donc la carte IMAX, c'est une carte pour caméra intelligente, et la carte LoRa E5, j'ai parlé de ça jeudi, c'est un microcontrôleur développé par ST, mais c'est un microcontrôleur qui contient les deux devices, le microcontrôleur principal et le transceiver LoRa, qui permet de faire la communication. LoRa de base, c'est une modulation.
Donc, la modulation, elle est propriétaire. LoRaWAN, en tant que protocole, il est ouvert et on peut l'utiliser. Pourquoi ce microcontrôleur, il est intéressant pourquoi on l'a choisi pour développer nos PCB? Parce qu'il est l'extrêmement faible en termes de consommation d'énergie, vu que dans le même microcontrôleur, on a les deux devices, et c'est un microcontrôleur basé sur STM32 WL, le W pour dire wireless et le L low power. Pour faire apprendre cette machine, pour faire un apprentissage, on va passer par Edge Impulse. Il y a bien sûr les solutions qui sont de TinyML, mais Edge Impulse en tant que cloud nous fournit une approche qui simplifie l'apprentissage, mais aussi il nous fournit un outil qui est très puissant. Et du moment qu'on a un device qui est compatible avec Edge Impulse, ça va faciliter énormément la tâche et garantir que les algorithmes qu'on va générer soient, de bonne qualité, et deux, ils sont compatibles avec le matériel sur lequel on va déployer notre algorithme ou notre modèle. Donc, Edge Impulse CLI, ça c'est juste, vous pouvez avoir la présentation. Donc, on va installer le CLI de Edge Impulse sur notre machine. Puis, ce qui est important, c'est l'outil Buffalo Lab DevCube All Platform. C'est ce qui va nous permettre de connecter. C'est ce qui va nous permettre de connecter notre caméra avec l'ordinateur. Donc, dans la caméra ici, on a l'USB. Ça nous permet de se connecter directement à IMAX et de déployer notre modèle. Une fois la connexion elle est faite, on doit choisir le microcontrôleur sur lequel on va déployer le driver. Parce qu'il faut installer le driver qui existe par défaut dans Emacs, il n'est pas compatible avec Edge Impulse. Il faut choisir le driver développé par Edge Impulse pour le déployer sur notre SenseCap A1101 et une fois la communication elle est réalisée avec l'UART, ici une remarque, c'est que je reçois des étudiants qui sont de base télécom, réseau, ils connaissent bien, ils sont à l'aise avec, lorsque je parle de LoRa, des protocoles de communication. Et je reçois aussi des étudiants qui sont de base électronique. Ils sont plutôt à l'aise avec l'utilisation des bus, UART, SPI, UDC, et ils ne sont pas à l'aise avec tout ce qui est réseau. Alors que l'Internet des objets, on doit coupler les deux. On doit maîtriser les protocoles, c'est ce qu'on, je sais pas, donc dans pas mal de facultés, ils ne le font pas. Dans la formation IoT, on doit former l'étudiant à maîtriser les bus du microcontrôleur parce que pour développer des prototypes, on doit rajouter pas mal de capteurs et ce n'est pas évident de trouver que le driver du capteur, il existe par défaut. Du moment que c'est Arduino, mais on ne peut pas aller à des PCB industrialisables à base d'Arduino. On peut apprendre des choses, mais si on veut aller vers quelque chose qui sera industrialisable, ce sera des microcontrôleurs qui sont un peu plus compliqués. Et c'est rare, bon, c'est pas rare, mais on risque de trouver pas mal de drivers comme ceux qu'on a besoin, et de capteurs plutôt, et qui n'ont pas de driver direct. Il faut les développer soi-même. Et pour qu'on arrive à développer ces drivers, il faut que dans la formation, l'étudiant maîtrise les bus des microcontrôleurs, les SPI, les UDC, et l'UART et tout ça. Voilà.
Une fois c'est connecté et qu'on a chargé notre driver entre l'ordinateur et le microcontrôleur, on peut lancer la communication entre les deux et charger le firmware UF2 de Edge Impulse. Donc, ces étapes, vous pouvez les avoir. Et une fois on a lancé ça, on peut directement connecter le SenseCap A101 avec le Edge Impulse. Ce qui offre ici, c'est la possibilité de récupérer l'image directement à partir du caméra du nœud. Parce que ce qu'on trouve dans les datasets, tels que dans RoboFlow, dans Coco et tout ça, c'est des images qui ont été captées généralement par des caméras de bonne résolution. Si on va développer quelque chose pour ESP32 CAM ou IMAX ou tout ce qui est des caméras embarquées, ce n'est pas la même résolution et ce n'est pas la même distance de vue. Et donc, via Edge Impulse, je peux collecter directement les images à partir du nœud et faire la labellisation de mes images dans la base de données et faire la labellisation des images et avoir une base de données labellisée dans Edge Impulse. J'ai parlé de FOMO qui est Faster Object More Object. Il est similaire à MobileNet SSD. C'est le modèle qu'on utilise avec les mobiles pour faire la reconnaissance. Il est similaire à YOLO en tant qu'objectif, je veux dire, mais FOMO est 30 fois plus rapide que MobileNet dans la MobileNet SSD et il peut fonctionner dans un environnement à moins de 200 kg de RAM. Et c'est ça pourquoi l'algorithme, c'est un nouveau algorithme, il est récent, et c'est pourquoi qu'on peut l'utiliser efficacement avec des microcontrôleurs embarqués dans des robots ou autres pour faire une reconnaissance. Et qu'on peut l'utiliser avec ESP32 CAM ou autre. Voilà, il y a pas mal de caméras qui sont supportées directement dans Edge Impulse et on trouve aussi le site SenseCap, le nœud qu'on a utilisé. Pour le déploiement du modèle, une fois on a généré ce modèle, on peut le déployer par flashage direct sur la carte IMAX ici et tester la reconnaissance. Vous voyez, à la différence de MobileNet et YOLO, on n'a pas le box. C'est plutôt l'algorithme, il va se concentrer sur l'identification du centre de l'objet. Donc, ce qui réduit les informations qu'on peut avoir, parce qu'avec MobileNet ou YOLO, on peut estimer quand même la surface, la taille de l'objet qu'on va capter et fonctionner en conséquence. Dernière étape, c'est la connexion au réseau LoRa. Dans le réseau LoRa, il y a deux étapes. Il y a déjà cet équipement, il coûte 79 €, donc un peu plus de 200 dinars. Il est considéré, n'est pas cher, il est parmi les moins chers pour avoir une caméra intelligente avec LoRa. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le déployer et récupérer les informations. Par exemple, dans ce scénario, je ne vais pas récupérer l'image, mais je vais récupérer l'information qu'il y a un chat quelque part. D'accord ? Pour le configurer, on peut le configurer via Bluetooth en utilisant SenseCap Mate App qu'on peut télécharger. Elle est compatible Android et iOS. Et cette application, il suffit d'appuyer 3 secondes ici.
Voilà. Donc, pour activer le Bluetooth, et je peux le communiquer avec mon téléphone portable pour pouvoir le configurer, charger de modèle, changer le modèle embarqué. Donc, en tant qu'utilisation, c'est vraiment, ça peut être un bon moyen de premier lab ou bien pour l'apprentissage. Donc, dans son SCAP Mate, je peux choisir les devices, un des devices de son SCAP, et faire le setting pour choisir le matériel, le AI modèle. Ici, lorsque c'est user model, comme dans notre situation, ça permet de choisir un modèle qu'on a déployé, qu'on a téléchargé, qu'on a déployé, ou de sélectionner d'autres modèles que vous pouvez configurer. Bon, une application possible autre que la détection de feu. Je rappelle que ici, je ne peux pas l'utiliser pour de grandes distances. C'est 5 mètres, un peu plus que 5 mètres pour reconnaître les objets. D'accord? Donc, une application, c'est la supervision donc, du drain blocage. Dans un jardin, mais on peut imaginer d'autres applications dans des situations qui ne sont pas accessibles. D'accord? Par rapport à la connexion à l'Internet, je rappelle que ici, pour faire la connexion LoRa, attends, je dois arrêter le partage. On a bien sûr les services de 3S, mais on peut faire un petit laboratoire de LoRa en utilisant un gateway tel que le Dragino LG308. Okay. Dans LoRa, dans la communication LoRa, ce qu'il faut rappeler, c'est il y a ici la communication LoRa, c'est entre le nœud et le gateway. Et bien sûr, LoRa, il est ouvert, donc lorsque vous allez transmettre n'importe quel gateway qui va écouter, il va transmettre ça à un LoRaWAN server. Dans notre cas, donc dans la configuration ici, on a une étape importante, c'est de choisir vers quel serveur LoRa on va transmettre. Pourquoi on doit passer par un serveur LoRa? On doit passer par un serveur LoRa parce que dans les trames LoRa, on n'a pas une adresse de destination. On a plutôt un code d'application que vous pouvez rajouter, le spécifier dans le device pour que lorsqu'il fait le send, il va le transmettre vers une application. Donc le gateway, du moment qu'il reçoit n'importe quelle information, il va la transmettre vers un LoRaWAN server. Il y a des LoRaWAN servers propriétaires, il y a des LoRaWAN servers ouverts tels que The Things Network. Et vous voyez ce réseau international. Tout ça, c'est des gateways qui sont à votre disposition. Du moment que votre nœud peut transmettre à The Things Network, vous pouvez le déployer n'importe où. Vous n'avez pas besoin d'aller sélectionner le gateway. Bien sûr, dans les régions qui sont densément couvertes par dans la console, ici, pour rajouter un gateway, il faut le configurer de telle façon que tout message qui sera reçu par le gateway, il sera transmis à The Things Network, au LoRaWAN server. Après, comment récupérer ces données? On doit créer une application. Dans l'application, je peux rajouter des devices
Et chaque device, il a un device EI qui est l'identifiant du device. Donc, l'architecture de LoRa, c'est que le nœud, il va transmettre à n'importe quel gateway. On ne va pas sélectionner comme le Wi-Fi le gateway. Le gateway, il va transmettre l'information au LoRaWAN server. Le LoRaWAN server, il va récupérer le payload. Il va regarder dans le payload l'identifiant du device et définir l'application qui est associée au device. Après, à partir de TTN, je peux utiliser pas mal de protocoles tels que le MQTT ou autre pour récupérer le flux de données à partir de mon application. D'accord? Donc, la récupération de flux nécessite un passage via une application web, un serveur web, qu'on appelle le LoRaWAN Server pour faire la sélection du flux et faire la redirection vers l'application de supervision qu'on a développée.